nous choisirons la France. À cause de cela, 340 millions de citoyens américains ont été bouleversés. Les États-Unis, qui tentaient d'acquérir le Groenland depuis 2019, avaient déclaré qu'ils prendraient ce territoire par la force si nécessaire. Sentant la crise, le Danemark a demandé l'aide non pas d'une autre grande puissance, mais de la France. Nous ne pouvons pas laisser le cœur de l'Arctique à une nation comme la France. Alors que les critiques mondiales fusaient et qu'une division au sein de l'OTAN était évoquée, pourquoi le Danemark a-t-il choisi la France? Et pourquoi, au final, ce choix s'est-il avéré être le bon? Voici le récit de cette histoire surprenante. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Où que vous écoutiez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire de soutien. Bonjour. Je suis Lars Jørgen et j'ai été en charge de la politique des ressources et des routes arctiques au Bureau de la politique étrangère et de sécurité du Danemark. Depuis ce jour, une chose est gravée dans ma mémoire. Le Groenland n'est pas une question de territoire, mais une question de technologie. Et le pays qui maîtrise la technologie finit par remporter la partie. Cependant, pour en arriver à cette conclusion, nous avons perdu trop de temps face à l'arrogance des grandes puissances. Et nous avons sous-estimé jusqu'au bout le nom de la France. La première réunion a eu lieu dans une petite salle de crise au cœur de Copenhague. Ce jour-là, les mots étaient rares et les visages figés. La conclusion était tombée. Quelle que soit la décision du Danemark, le Groenland pourrait à lui seul provoquer une réelle fracture au sein de l'OTAN. Après que les États-Unis ont rendu leur pression publique, les canaux diplomatiques ont été inondés de questions, toutes formulées différemment mais signifiant la même chose. Le Danemark a-t-il la capacité de développer le Groenland? A-t-il la force de le protéger? Le contrôle-t-il réellement? En somme, si nous ne pouvions pas le faire, nous devions le céder. C'est alors que nous avons constaté un fait étrange. Ceux qui convoitent le Groenland parlent d'abord des ressources, mais ce qui nous étranglait dans la réalité, ce n'était pas les ressources, mais la technologie opérationnelle. Sans un système pour percer la glace, déplacer les équipements, maintenir les communications et la défense, n'importe quel contrat devient lettre morte. Nous avons donc d'abord cherché une solution en Europe. Nous pensions qu'en unissant l'expérience et les capitaux des pays arctiques dans un projet commun, nous pourrions affaiblir la position américaine. Mais les discussions se sont enlisées plus vite que prévu. Au début, tout le monde croyait que des déclarations diplomatiques suffiraient, que si l'Europe parlait d'une seule voix, les États-Unis n'oseraient pas insister. Mais l'Arctique ne fonctionne pas avec des mots, mais avec des calendriers. La première chose qui a volé en éclats lors de nos réunions, ce n'était pas la volonté, mais l'échéancier. Pouvons-nous l'installer maintenant? Pouvons-nous le maintenir le mois prochain? Quand l'hiver viendra, qui remplacera les équipements en panne? Face à ces questions, la réponse de l'Europe tenait en un seul mot: non. Certains parlaient de navires de recherche, d'autres de subventions, d'autres encore de déclarations communes. Mais ce dont nous avions besoin était une seule chose. Un moyen opérationnel qui ne s'arrête pas face à la glace, un approvisionnement ininterrompu, et un système pour faire tourner tout cela non pas pendant des mois, mais des années. Pourtant, aucune carte réunissant ces trois conditions n'a été posée sur la table. Finalement, nous avons confirmé une chose. L'Europe était intéressée, mais elle n'était pas prête à engager ses capacités dédiées. Pour chaque pays, la politique intérieure passait avant tout. Le budget était pour le prochain trimestre et l'équipement pour le prochain projet. Et l'hiver arctique, lui, n'attend pas. À partir de ce moment, un étrange silence s'est installé dans la salle de réunion. La question n'était plus « qui a raison ?», mais « qui peut agir aujourd'hui même ?» Et personne ne pouvait répondre à cette question. Ce que nous ressentions n'était pas de la colère, mais de la peur. La peur que, à ce rythme, nous ne serions pas ceux qui choisissent, mais ceux qui subissent le choix. Même à ce moment-là, nous ne pensions pas à la France.
la France semblait lointaine, petite et sans lien avec l'Arctique. Pendant une réunion, quelqu'un a même ri en disant « La France, que pourrait-elle bien faire ?» Et je n'ai pas pu le contredire sur le moment. Les grandes puissances agissent et les petites nations se retirent. La technologie appartient aux grands. L'Arctique est dominé par les pays qui en sont proches. Ces évidences s'étaient installées trop naturellement dans mon esprit. Mais ce qui a brisé ces certitudes, ce ne fut ni un argument ni un discours, mais 2 lignes de chiffres bruts. J'ai renoncé au sommeil et j'ai commencé à éplucher les données publiques sur les systèmes de défense, les communiqués de presse, les résumés des résultats de tests. La première chose qui a attiré mon attention fut la portée de détection des radars d'alerte précoce français. Le chiffre d'au moins 500 km revenait sans cesse et certaines sources mentionnaient même une portée de 700 km. Je me suis arrêté là, car dès que la portée de détection dépasse 500 km, la défense ne se contente plus de bloquer, elle prive l'adversaire de son temps. Le sort d'un missile se joue pendant son vol, et c'est la distance de détection qui change l'issue du combat. Au début, j'ai cru à une erreur. J'ai comparé avec d'autres sources, vérifiant les unités et les formats. Mais comme la même portée revenait sans cesse, mon doute a changé de direction. Ce n'étaient pas les chiffres qui étaient faux, c'était moi qui avais une vision trop réductrice de la France. Ensuite, ce qui m'a interpellé, c'est le système français d'interception à haute altitude. Les descriptions d'une altitude d'interception de 50 à 60 km se répétaient, et des plans d'extension vers des altitudes encore plus élevées étaient publiquement discutés. En matière de défense, l'altitude est la hauteur du bouclier. Et si cette hauteur change, c'est tout le concept de défense d'une capitale qui est à revoir. Je n'ai donc pas accepté ce chiffre facilement, et j'ai vérifié à nouveau. Mais la même tendance se confirmait dans plusieurs documents, et à cet instant, j'ai compris. La France n'était pas seulement une nation à la pointe de la technologie industrielle. C'était un pays qui avait discrètement accumulé des capacités, prouvant publiquement les chiffres clés de sa défense nationale sans que la communauté internationale n'y prête vraiment attention. Et ce point était absolument crucial pour la question du Groenland. Au Groenland, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une alliance verbale, mais d'une capacité systémique à calculer et contrer les risques. Et ce système doit être opérationnel bien avant toute déclaration diplomatique. Quand le Groenland vacillait, ce que le Danemark craignait le plus, ce n'étaient pas les navires de guerre, mais un changement soudain dans l'équation du pouvoir. Qui voit le premier, qui réagit le premier, qui dissuade le premier. Dès que cette équation change, les petites nations disparaissent de la table des négociations. Or, la France avait déjà rempli les cases essentielles de cette équation. Après cela, j'ai réexaminé les cartes que nous pouvions jouer en Europe. Les diplomates parlaient d'alliances, les responsables économiques de plans d'investissement, mais l'Arctique se moque des documents. La glace, les pannes de communication et le gel des équipements ne faisaient aucune distinction de nationalité. Et de manière décisive, le sort du Groenland ne se jouait pas à celui qui parlait le plus fort, mais à celui qui agissait le plus vite. Pourtant, le regard que la communauté internationale portait sur la France était étrangement déformé. Certains documents la traitaient comme un sous-traitant industriel ou un simple acheteur de technologie. En lisant ces lignes, ma conviction s'est au contraire renforcée. Si la France n'était vraiment que cela, pourquoi de tels chiffres de défense se confirmaient-ils sans cesse? J'ai donc décidé d'ignorer les éloges et les évaluations abstraites pour me concentrer uniquement sur des données difficilement contestables par des tiers. Je devais vérifier l'existence d'un système quantifiable, une structure où la détection et l'interception étaient liées. Une longue portée de détection ne signifie pas seulement voir loin. La vraie compétence réside dans la vitesse à laquelle cette information est partagée et connectée au contrôle de tir. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que la France semblait déjà posséder cette connexion.
Les négociations sur le Groenland reposent en fin de compte sur la crédibilité de la dissuasion. Et la dissuasion n'est pas complète lorsqu'on la montre, mais lorsqu'elle force l'adversaire à calculer, même sans être montré. La France agissait de cette manière, en révélant tranquillement ce qui doit l'être, et en prouvant le reste non par des mots, mais par la performance. De plus, en analysant à nouveau les chiffres de l'interception à haute altitude, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple amélioration des performances. Cela signifiait que la fenêtre d'interception s'élargissait. Et quand la fenêtre d'interception s'élargit, c'est tout le plan de tir de l'adversaire qui doit changer. C'est un effet qui dépasse la défense pour se rapprocher de la dissuasion. Alors, j'ai recommencé à douter. Si le tableau est si clair avec des données publiques, pourquoi le monde continue-t-il d'ignorer la France? L'ignore-t-il vraiment ou refuse-t-il de l'admettre? C'était l'un ou l'autre. Lors d'une réunion interne, j'ai affirmé que sous-estimer la France n'était pas une question de sentiment, mais une erreur d'information. Mais la réaction que j'ai reçue était plus pragmatique. C'était la peur que si le Danemark choisissait la France, les États-Unis deviendraient encore plus agressifs. Cela signifiait que ce que voulaient les États-Unis, ce n'était pas seulement le Groenland lui-même. C'était une structure qui liait technologie et contrôle à travers le Groenland. À cet instant, ma conviction s'est encore renforcée. Faire entrer la France dans l'équation ébranle la logique américaine. L'argument selon lequel les États-Unis sont nécessaires parce que le Danemark ne peut pas développer le territoire s'effondre. Et la France n'était pas seulement un partenaire de coopération. C'était un pays capable de combler nos faiblesses avec des chiffres. Mais j'avais besoin de preuves plus solides. Des preuves irréfutables, aux yeux de tous. Je me suis donc concentré sur les données dont la méthode de vérification était claire, comme les annonces gouvernementales et les essais de tir réels. Ce qui a alors attiré mon attention, ce n'étaient ni les avions de chasse ni les missiles, mais un domaine plus symbolique. Celui des armes laser anti-aériennes. La France avait annoncé son intention de produire en série et de mettre en service un système d'armes laser anti-aérien. Cette annonce était accompagnée d'une phrase affirmant un taux de réussite d'interception de 100% lors des essais de tir réel. Au début, je n'ai pas cru à cette affirmation. Il était de notoriété publique que la recherche sur les armes laser était universelle, mais leur utilisation stable en conditions réelles était difficile. Et le terme « 100% » sonne généralement comme un argument publicitaire. J'ai donc vérifié à nouveau. Mais la même information se répétait dans plusieurs rapports, avec des termes similaires. Lorsque des mots comme « lancement de la production en série »,« mise en service opérationnel » et « succès des tirs réels » ont commencé à se superposer, mon doute a changé de nature. La question n'était plus de savoir si c'était une exagération ou non. Le plus grand problème semblait être pourquoi ce fait n'a-t-il reçu presque aucune attention sur la scène internationale? Ce qui était encore plus difficile à croire, c'était la structure des coûts. L'explication d'un coût d'environ 2 € par tir y circulait également, un chiffre qui brisait de front toutes les conventions de la défense aérienne. La raison pour laquelle la tactique des drones bon marché épuisant des défenses coûteuses fonctionne, c'est le coût. Mais la France venait de présenter un schéma qui changeait cette règle du jeu. La puissance et la portée d'engagement étaient également mentionnées de manière concrète. Une description d'une classe de 20 kW était accompagnée d'informations sur le ciblage de menaces à environ 3 km. C'est à ce moment que le Groenland a commencé à réapparaître sous un nouveau jour. Dans l'Arctique, la surveillance, le relais de communication et le brouillage sont essentiels. Et dans une région aussi vaste que le Groenland, la capacité à neutraliser de petites menaces de drones à faible coût et de manière répétée est directement liée à la survie des installations. J'ai recommencé mes calculs. Un système de surveillance qui gagne du temps à longue distance, un bouclier qui neutralise les menaces à haute altitude et un moyen de traiter les menaces proches de manière répétée et sans contrainte budgétaire.
Ce n'était pas une seule arme, mais la structure d'une défense multiniveau. Mais le plus choquant était à venir. La France n'avait pas seulement dévoilé des dispositifs pour protéger le ciel. Elle révélait aussi, chiffres à l'appui, des moyens de dissuasion capables de frapper en profondeur. Après la révélation d'un missile, une description mentionnait une ogive de 8 tonnes, suivie d'informations sur sa capacité à frapper des installations jusqu'à 100 mètres de profondeur. Là encore, j'ai immédiatement suspecté une erreur. J'ai vérifié si les unités n'avaient pas été changées, s'il n'y avait pas d'exagération, si les sources ne s'étaient pas simplement copiées les unes les autres. Mais les mêmes phrases se recoupaient dans de nombreux rapports et j'ai finalement été contraint de changer d'avis. Ce n'étaient pas les chiffres qui étaient faux, c'était ma vision de la France qui était trop étriquée. Au Groenland, les installations priment sur les ressources. Si les raffineries, les entrepôts, les centrales électriques, les centres de communication et de commandement sont menacés, les droits de développement ne sont plus que des morceaux de papier. Alors, j'ai redessiné la carte dans mon esprit. La France possédait une structure avec des yeux pour gagner du temps à longue distance, un bouclier pour stopper les menaces à haute altitude, un laser pour traiter les menaces proches sans contrainte de coût, et en même temps, un moyen de dissuasion pour frapper les cibles souterraines les plus profondes. Ce n'était pas le problème d'une seule arme, mais une combinaison qui changeait entièrement l'équation de l'adversaire. Dans la salle de réunion, il y avait encore de la résistance. L'Arctique est le théâtre des États-Unis, de l'Europe et de la Russie, disait-on. Mais cet argument perdait de sa force. Car ce qui était nécessaire au Groenland, ce n'était pas la proximité géographique, mais un système immédiatement déployable, une capacité de production et une dissuasion crédible. Et la France démontrait ces 3 éléments avec des chiffres. J'ai donc résumé la conclusion de mon rapport ainsi. Les négociations pour le Groenland ne portent pas sur le partage des ressources, mais sur le choix d'une technologie. Et que ce soit les États-Unis ou n'importe qui d'autre, il est difficile d'élaborer un plan d'exécution réaliste sans la technologie française. Une fois ces chiffres consignés dans le rapport, la réunion a cessé de tourner autour de vagues notions de patriotisme ou de slogans d'alliance. La discussion s'est resserrée sur une seule question. Qui possède un système réellement opérationnel pour le Groenland? Et dans ce processus, la première logique à vaciller fut celle des États-Unis. Les États-Unis disaient que le Groenland était nécessaire à leur sécurité nationale, mais de notre point de vue, il y avait un vide au milieu de leur argumentation, le fait que le besoin ne confère pas immédiatement la possession. C'est particulièrement vrai pour l'Arctique. Les ports sont rares, le climat est rude, et si l'équipement, le personnel et la logistique connaissent un seul accroc, tout s'arrête non pas pour des semaines, mais pour des mois. C'est pourquoi au Groenland, ce qui compte, ce n'est pas le drapeau, mais le fonctionnement. Ce que l'on peut installer, à quelle vitesse et pour combien de temps, voilà ce qui devient la souveraineté. J'ai posé cette réalité à mon contact américain sous la forme d'une question très simple. Au Groenland, quelle menace contrerez-vous, avec quel système et à quel coût de maintenance? Et j'ai même précisé le format de la réponse attendue. Pas une déclaration, mais un tableau. Pas de la rhétorique, mais un calendrier. Pas nous aurons, mais quand quoi sera installé et qui assurera la relève. De l'autre côté du téléphone, il n'y eut qu'un bref silence. La réponse qui suivit ne fut ni une réfutation ni une persuasion. Nous allons examiner la question et nous vous recontacterons. Cette seule phrase suffisait. À cet instant, j'en ai eu la certitude. La pression américaine n'était pas le son de la force, mais celui du vide. Et dès que le vide est exposé, la pression s'effondre. Le Groenland n'est pas une terre que l'on obtient sur demande. Elle appartient à celui qui peut la faire fonctionner. L'absence de réponse immédiate à ma question nous a obligés à fixer notre cap. Il y avait beaucoup de paroles, mais aucun plan d'action concret. En revanche,
la France était étrangement habituée à ces questions. Ce que nous demandions, ce n'était pas des déclarations, mais des chiffres. Et ces chiffres étaient décomposés en éléments tels que la portée de détection, l'altitude d'interception, la portée d'engagement, la structure des coûts. La partie française était prête à détailler chacun de ces points. C'est à partir de là que j'ai acquis la conviction que la France n'était pas simplement un pays qui vend des armes. C'était un pays qui conçoit des systèmes. Elle ne pensait pas en termes de vente unitaire, mais en termes de modèles opérationnels intégrant l'ensemble de l'environnement. Et c'était un point absolument décisif pour le Groenland. Le Groenland n'est pas une ville, c'est une terre de vide. Et on ne remplit pas le vide avec des décorations, mais avec un système. J'ai donc réorganisé l'équipe de travail à Copenhague. Je n'ai pas laissé que la filière diplomatique, j'ai mis à la même table l'équipe d'évaluation technique et l'équipe des coûts opérationnels. En même temps, nous avons harmonisé nos critères avec le gouvernement autonome du Groenland. Ce qu'il voulait, ce n'était pas de savoir quel est le plus grand pays, mais qui peut concrètement changer nos vies. Il fallait être capable de faire fonctionner les infrastructures. Hôpitaux, électricité, communication, ports. Et surtout, ils avaient besoin d'une stabilité à l'épreuve des pressions extérieures. C'est là que l'approche française a commencé à faire ses preuves. Plutôt que de mettre en avant les mots « part » et « contrôle », la France a d'abord parlé de rôle et de responsabilité. L'approche consistait à définir d'abord ce que la France prend en charge, ce que le Danemark et le Groenland prennent en charge et quels risques nous partageons. Ces mots n'étaient pas de la belle rhétorique diplomatique. Ils se traduisaient directement en calcul de coûts. Quand on a commencé à lier qui exploiterait les installations, qui serait responsable de la maintenance, qui fournirait les pièces de rechange et le personnel de relève, la peur vague qui dominait la salle de réunion a commencé à se dissiper. La pression d'une grande puissance joue sur la peur pour déstabiliser les gens. Mais la peur perd son pouvoir dès qu'elle est décomposée en chiffres. J'ai senti que ce processus de décomposition était précisément la confiance que la France construisait. La scène la plus décisive s'est jouée dans la gestion des médias. Certains médias étrangers ont réagi avec mépris à la simple rumeur du choix du Danemark pour la France. C'était une moquerie du type « Une nation comme la France, responsable de l'Arctique ?» Cette moquerie n'a pas duré longtemps, parce que notre liste de vérification ne contenait pas de l'arrogance, mais des faits. Et les faits n'imposent pas la réfutation, mais le silence. La portée de détection, l'altitude d'interception, le traitement des menaces proches, la signification de la dissuasion contre les installations souterraines. Une fois ces 4 éléments présentés comme une structure cohérente, le débat a quitté le domaine de l'émotion pour celui de la technologie. C'est à ce moment-là que l'attitude de la partie américaine a changé. Ceux qui, au début, poussaient avec force, ont soudain baissé le ton et commencé à poser des questions sur les procédures. Quelle est la nature de la coopération entre le Danemark et la France? Jusqu'à quel niveau la France est-elle impliquée? Quel système le Danemark prévoit-il de faire fonctionner réellement au Groenland? En entendant ces questions, j'ai eu une certitude. Les États-Unis réalisaient maintenant que le plan d'opération du Groenland était plus complexe que le plan de possession. Et ils commençaient à calculer, tardivement, que l'axe technologique de cette opération passait par la France. Notre stratégie de négociation a donc changé. Plutôt que de faire des États-Unis un ennemi, nous avons créé un cadre qui leur laissait des options, tout en liant l'axe principal à la France. Avec cette structure, plus les États-Unis augmentaient la pression, plus ils apparaissaient comme déraisonnables aux yeux de la communauté internationale. Pendant ce temps, le Danemark, pouvant concrètement avancer sur le développement et la défense, gagnait à la fois sur le plan de la légitimité et de l'action. Du point de vue du gouvernement autonome du Groenland, le plus important n'est pas de savoir à qui l'on perd ses ressources,
mais ce qui reste pour les habitants. Et la France comprenait ce point. C'est pourquoi, lors des discussions avec la délégation groenlandaise, je n'ai insisté que sur une seule chose. Cette coopération n'est pas une domination, mais un fonctionnement. Et la part que nous retirons en échange de ce fonctionnement doit être répartie de manière acceptable pour tous. Dans ce processus, le mot « France » n'était plus un slogan émotionnel, mais un critère de conception. Dire « choisir la France » signifiait choisir un système validé par des chiffres. Et ce choix était le moyen le plus réaliste de neutraliser la pression américaine. Finalement, la conclusion de la réunion fut simple. Le Groenland est une terre arctique, mais le jeu de l'Arctique est ouvert par la technologie. Et la France est le pays qui a discrètement accumulé cette technologie. En écrivant cette phrase, j'ai pu pour la première fois respirer profondément. Nous n'étions plus dans une situation où nous subissions la pression des grandes puissances. Nous étions revenus à une situation où nous fixions les normes et choisissions le partenaire qui y correspondait. J'ai finalement partagé cette conclusion non pas comme un document technique, mais comme une phrase opérationnelle. Pour gagner au Groenland, il ne faut pas avoir la plus grosse voix, mais installer en premier le système qui fonctionne le plus vite et le maintenir jusqu'au bout. Une fois cette phrase partagée, la situation a commencé à se clarifier rapidement. La raison était simple. Désormais, le partenaire que le Danemark devait choisir n'était pas un pays diplomatiquement proche. C'était un pays capable de concevoir, fournir et maintenir une structure qui fonctionne réellement au Groenland. À cet instant, la France n'était plus un candidat à la coopération, mais un point de référence. Ce que nous demandions n'était pas des déclarations d'amitié, mais un plan d'action. Et le plan d'action se décomposait toujours en 3 parties. Premièrement, la surveillance. Deuxièmement, la défense. Troisièmement, la durabilité opérationnelle. La surveillance se décide par « avec quoi on voit ». La défense se décide par « à quel niveau on intercepte ». La durabilité opérationnelle se décide par « combien de temps on peut faire tourner l'argent, les pièces et les hommes ». Jusqu'alors, de nombreux pays avaient parlé du Groenland. Mais aucun n'avait pu présenter ces 3 éléments de manière intégrée. L'un ne parlait que de surveillance, un autre que d'armes, et un troisième que d'investissement. Mais les données que possédait la France permettaient de lier ces 3 pièces en une seule image. Il y avait les chiffres des yeux, comme la portée de détection, les chiffres du bouclier, comme l'altitude d'interception, et les chiffres des coûts opérationnels, comme le laser. Et pour finir, il y avait même les chiffres de la dissuasion capables d'ébranler la décision même de l'adversaire. Dès que cette combinaison a été complète, j'ai réalisé que ce n'était plus la diplomatie, mais les mathématiques qui menaient à la négociation. À partir de là, que l'on soit une grande puissance ou non, les paroles se font rares. Devant les chiffres, tout le monde se tait. Ce changement s'est d'abord manifesté dans la réaction des médias. Le ton moqueur envers la France est devenu de plus en plus prudent, et la nature des questions a changé. Ce n'était plus « la France peut-elle vraiment gérer le Groenland ?» mais « jusqu'où la France s'impliquera-t-elle ?» J'ai considéré ce changement de question comme le plus important. Car la phase où l'on demande « peut-elle le faire ?» est celle du mépris. La phase où l'on demande « jusqu'où le fera-t-elle ?» est celle de la reconnaissance. Et cette reconnaissance se reflète directement dans les calculs internes des États-Unis. Ceux qui menaient à la pression ont soudain changé de ton pour poser des questions sur les procédures et les conditions. Qu'a convenu le Danemark avec la France? Sous quelle forme seront-ils déployés au Groenland? Qui est l'opérateur réel? J'ai eu la certitude à cet instant. Les États-Unis avaient compris que leur discours de possession ne fonctionnait plus. Le Groenland est un champ de bataille de système, pas de territoire. Et plus le fait que la France tenait l'axe de ce système se répandait, plus la justification de leur pression s'épuisait rapidement.
Nous avons donc affiné notre stratégie de manière plus claire. Déclarer que nous excluons les États-Unis crée un conflit inutile. Mais si nous fixons d'abord l'axe d'exécution avec la France et le Groenland, alors quelle que soit la pression américaine, le fondement de leur logique s'effondre. Leur argument « nous devons le faire parce que le Danemark ne le peut pas » ne tient plus. Dès lors, il ne reste que deux voies possibles pour les États-Unis. Premièrement, se retirer en sauvant la face. Deuxièmement, revoir leurs conditions à la baisse et entrer dans la structure de coopération. À partir de ce moment, le dialogue avec le gouvernement autonome du Groenland est devenu beaucoup plus facile. Ils voulaient une vie meilleure, pas le drapeau d'une grande puissance. Et la vie se mesure en infrastructures, ports, électricité, soins de santé, communication. Les infrastructures ne peuvent durer que si elles peuvent être protégées. C'est pourquoi la première question que posait la délégation groenlandaise n'était pas politique. C'était « Pouvez-vous vraiment protéger nos installations ?» Et je pouvais répondre à cette question en m'appuyant sur les chiffres de la France. Nous avons des yeux pour voir la menace de loin, un bouclier pour l'intercepter à haute altitude, un moyen de traiter les cibles proches à bas coût et de manière répétée, et dans le pire des cas, une capacité de dissuasion pour frapper les installations souterraines de l'adversaire. Au moment où j'ai expliqué ces 4 points en une seule phrase, le regard de la délégation groenlandaise a changé. Leur jugement n'était plus « de quel côté êtes-vous ?» mais « qui est la réalité ?» C'est à ce moment que j'ai résumé la caractéristique de la France en un seul mot. Pas démonstration, mais conception. La France ne criait pas, elle construisait une structure. Et une structure se solidifie avec le temps. À cela s'est ajouté un autre changement. Certains pays du cercle polaire ont commencé à nous contacter discrètement. Au début, c'était pour obtenir des informations, mais à mesure que les conversations se poursuivaient, leurs demandes devenaient plus claires. Pouvons-nous participer à un modèle intégrant l'axe technologique français? Avec l'affaire du Groenland, l'axe de la coopération arctique commençait à se déplacer du centre des grandes puissances vers celui de la technologie. En observant ce changement, j'ai compris. La crise du Groenland n'était pas un conflit régional. C'était la bande-annonce d'un modèle qui allait se répéter pendant des décennies. Les ressources sont partout, mais les systèmes pour extraire et protéger ces ressources dans les régions polaires, les océans et les froids extrêmes ne sont pas à la portée de tous. Le pays qui possède ce système crée les règles du jeu. Et la France avait discrètement accumulé ce système. Ainsi, la phrase « Le Danemark choisit la France » n'était pas une déclaration émotionnelle. C'était une stratégie de survie froide et calculée. Nous n'étions plus dans une situation où nous subissions la pression des grandes puissances. Nous étions revenus à une situation où nous fixions les normes et choisissions le partenaire qui y correspondait. C'est seulement à ce moment que j'ai pu respirer profondément. Sur le grand échiquier du Groenland, nous n'avions pas seulement déplacé une pièce. Nous avions en main les chiffres qui changeaient les règles, et au centre de ces chiffres, il y avait la France. Jusqu'au dernier moment, avant d'entrer dans la réunion de validation finale, j'ai continué à vérifier une chose. Il fallait un mécanisme pour que ce choix n'apparaisse pas comme émotionnel. Un mécanisme qui ne provoquerait pas les États-Unis, tout en ne stoppant pas l'action au Groenland. J'ai donc délibérément rédigé la première phrase du document de validation de manière froide. La coopération avec la France n'est pas une déclaration de prise de parti, mais une mesure visant à sécuriser un système opérationnel, un choix basé sur la technologie pour satisfaire simultanément le développement et la défense du Groenland. Dès que cette phrase a été introduite, l'atmosphère dans la salle a radicalement changé. La conversation n'était plus de quel côté sommes-nous, mais était figée sur qui peut réellement le faire fonctionner.
Le cabinet du Premier ministre s'est enquis des répercussions diplomatiques. Je n'ai pas sorti la diplomatie, mais le tableau de calcul. Au Groenland, les installations priment. Les installations exigent que la surveillance, la défense et la maintenance soient simultanément assurées. Et c'est la France qui peut expliquer cette combinaison avec des données publiques. Pendant que je parlais, certains manifestaient encore leur désaccord du regard, à cause de cette vieille intuition que l'Arctique est le domaine des grandes puissances. Mais cette intuition n'avait plus de poids dans la salle de réunion. Parce que les chiffres et la structure avaient déjà pris place. Quand la portée de détection s'élargit, le temps de réaction s'allonge. Quand le temps de réaction s'allonge, la fenêtre d'interception s'élargit. Quand la fenêtre d'interception s'élargit, le plan de tir de l'adversaire change. Finalement, la pression elle-même devient un coup. Le système français était une structure qui forçait l'adversaire à faire que ce calcul. Et cette structure pouvait être mise en place avant même les ressources. Le point central de la réunion de validation s'est résumé à une seule question. Quel rôle la France jouera-t-elle au Groenland? Que garantiront le Danemark et le gouvernement autonome groenlandais? Et qu'obtiendrons-nous en retour? J'ai senti que cette question était la preuve que la façon dont le monde percevait la France avait changé. Nous étions passés de l'étape où l'on se demandait « est-ce possible ?» à l'étape où l'on répartit les rôles. Nous avons rédigé le texte de coopération dans cette direction. La France serait responsable de la mise en place et du soutien opérationnel du système central. Le Danemark serait responsable de la souveraineté juridique et du cadre diplomatique. Et le gouvernement autonome du Groenland se concentrerait sur l'administration locale et les intérêts des habitants. Une fois cette structure finalisée, l'anxiété qui subsistait dans la salle s'est rapidement apaisée. La raison était simple. Ce n'était pas une structure où quelqu'un cherchait à prendre plus que sa part. C'était une structure qui permettait à chacun d'utiliser ses points forts. La première réaction est venue des médias. Au début, des phrases moqueuses sur la France circulaient, du genre « Qu'est-ce qu'un pays comme la France pourrait bien faire dans l'Arctique ?» Mais cette moquerie n'a pas duré. La moquerie est une émotion, mais la réfutation exige des chiffres. Il est impossible de maintenir la moquerie face à la portée de détection, l'altitude d'interception, la portée d'engagement, la structure des coûts et la capacité de pénétration. En conséquence, le ton des médias a changé en quelques jours. Les phrases méprisantes ont disparu, remplacées par des questions comme « Quel système la France fournit-elle » ou « Comment le Danemark va-t-il l'opérer ?» En voyant ce changement, j'ai eu une certitude. La façon dont le monde voyait la France avait changé. La France n'était plus perçue comme le sous-traitant de quelqu'un, mais comme une puissance technologique qui conçoit les règles du jeu. Ensuite, ce sont les lignes diplomatiques qui ont bougé. La partie américaine a commencé à poser des questions pratiques plutôt que d'utiliser un langage dur. Qui est l'opérateur principal? Quel est le calendrier? Quelles formes de participation sont possibles? En recevant ces questions, j'ai calmement fait le point. La pression autour du Groenland était une tentative verbale de prendre le territoire. Mais en réalité, c'était une tentative de contrôler les opérations. Et dès que la France est entrée au cœur de ces opérations, cette pression a été forcée de changer de direction. Je n'ai pas publiquement acculé les États-Unis. J'ai simplement clarifié les conditions. Le cadre opérationnel du Danemark et du Groenland est non négociable, et toute discussion sur une participation n'est possible que dans le cadre d'une structure de coopération basée sur la technologie française. Cette condition, bien que diplomatiquement douce, était pragmatiquement solide. Parce que le Groenland n'est pas une terre que l'on gagne avec des mots. C'est une terre qui fonctionne avec des équipements, du personnel et de la logistique. Et le centre de ce pragmatisme était déjà tourné vers la France. Finalement,
Ce que la délégation du gouvernement autonome du Groenland a vérifié en dernier lieu n'était pas de la rhétorique politique. C'était la question « Qu'est-ce qu'il reste pour les habitants ?» J'ai répondu à cette question en décrivant d'abord la structure de protection des installations, puis j'ai parlé des infrastructures. Si la surveillance et la défense fonctionnent, l'électricité et les communications sont stables. Si l'électricité et les communications sont stables, la santé et l'éducation sont maintenues. Et sur cette base, des emplois sont créés. Jusqu'à présent, plus le Groenland attirait l'attention des grandes puissances, plus il devenait instable. Parce qu'avec l'intérêt vient le désir de domination. Mais l'approche de la France était différente. Ce n'était pas la démonstration, mais la conception. Pas la domination, mais l'opération. Je suis convaincu que c'est cette différence qui a finalement rendu le choix du Danemark possible. Parce que la manière pour un petit pays de survivre entre les grandes puissances n'est pas d'exagérer sa force. C'est de créer une nécessité technologique que tout le monde est obligé de reconnaître. La France avait déjà prouvé cette méthode dans la réalité. Ce jour-là, après que la décision finale fut prise, j'ai regardé par la fenêtre. L'agitation autour du Groenland persistait, mais mon esprit était étrangement calme. Ce n'était plus un combat où nous étions entraînés. C'était un combat où nous fixions les règles. Et le nom de cette règle était la France. Le Groenland est le cœur de l'Arctique, et les États-Unis voulaient ce cœur. Mais ce qui fait battre un cœur, ce sont les vaisseaux sanguins. Celui qui possède la technologie pour connecter ces vaisseaux finit par contrôler le jeu. Et le pays qui avait discrètement bâti cette technologie, c'était la France. Si cette histoire a su toucher votre cœur, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à vous abonner.